Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, eh bien, c'est le genre super-héros qui est à l'honneur, avec ce que je considère comme étant le plus vénérable et le plus illustre d'entre eux, c'est-à-dire DC Heroes. Voilà. C'est évidemment, j'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mon jeu de super-héros de cœur. C'est celui en fait, qui m'a fait aimer le genre, c'est celui qui m'a fait étreiner le genre, c'est celui avec lequel j'ai fait, on va dire, des campagnes vraiment qui m'ont beaucoup marqué, une en particulier. C'est un jeu qui m'a toujours accompagné, qui m'avait toujours fasciné depuis, on va dire, qu'il est paru. Donc cette édition dont je vous parle, c'est la deuxième édition qui date de 89. Et voilà, ça m'avait émerveillé, parce qu'à l'époque, évidemment, et même toujours aujourd'hui, je lisais Cassius Belli, et il y avait eu un article dans Cassius Belli qui présentait justement cette deuxième édition. Un article de Tristan Lhomme, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Cet article, je l'ai relu des dizaines de fois. Et il présentait vraiment le jeu de manière tellement, on va dire, inspirante, tellement comme étant tellement originale, que moi ça m'avait séduit. Et même si je ne l'ai pas acheté tout de suite, voilà, j'en ai pas eu, on va dire, l'occasion. En plus, voilà, j'ai commencé à lire des jeux de rôle en anglais, puisque DC Heroes n'a jamais été traduit, vraiment très très tard. À peu près, on va dire, ça remonte à quand je suis rentré au lycée, et que donc j'ai commencé à lire mes premiers livres en jeu de rôle. Le premier étant, c'était Werewolf the Apocalypse, que j'ai acheté en VO à un ami à l'époque avec qui je jouais, et parce que lui ne le maîtrisait pas, parce que donc Werewolf venait juste, quasiment juste de sortir. Enfin, il était sorti en 92. Je connaissais déjà Vampire depuis qu'il était sorti aussi en 91. Et donc voilà, je me suis mis à lire des jeux de rôle en VO, et j'ai eu l'occasion de retrouver justement cette boîte dans une boutique. Et donc je l'ai dû l'acheter, donc revu dans mes souvenirs, et je l'ai acheté en 97. Voilà, cette boîte-là, et c'est là évidemment que j'ai essayé de convertir pas mal de gens, de les faire jouer à DC Heroes. Ça n'a pas été évident, hein, ça a été, voilà, tout le monde voyait le genre super-héros comme extrêmement, on va dire, caricatural, avec des super-héros en collant, avec des couleurs plus que chatoyantes, voire même ridicules. Donc ça n'a pas été une très bonne réussite, jusqu'à ce que je parvienne à faire une campagne vraiment marquante, qui sera à l'origine justement, comme j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, des bases en fait de mon projet Versus, donc qui est aussi un jeu de super-héros, mais que là j'ai créé, on va dire, à partir de la synthèse de toutes ces influences, on va dire, super-héros qui, on va dire, me tenaient à cœur depuis que j'étais tout petit, puisque voilà, j'ai connu l'époque bénie dans les années 80, où paraissait encore, on va dire, le magazine Strange qu'on pouvait trouver dans, chez les marchands de journaux. Les comics d'ici, par contre, étaient extrêmement, mais alors extrêmement rares. Donc il y avait quand même, je me souviens, certains que j'avais vus paraître, comme par exemple Watchmen, dont je reparlerai probablement, j'en parlerai un petit peu dans cette vidéo, et j'en parlerai également dans une vidéo ultérieure, quand je parlerai, on va dire, de mes inspirations au niveau comics. Et donc, DC Heroes, eh ben, c'est voilà, pour moi le jeu de super-héros le plus marquant, de par son univers et de par son système. Alors à l'époque, j'étais, on va dire, en transition. Quand j'ai été plus jeune, j'étais beaucoup plus Marvel. Faut dire ce qui est. Voilà, quand j'étais jeune, voilà, la proximité, on va dire, des magazines faisait que j'étais beaucoup plus dans l'univers Marvel, que j'étais très fan à l'époque de Captain America, d'Iron Man, voilà. J'ai beaucoup évolué, évidemment. Je me souviens, on va dire, voilà, de comics, du Surfeur d'argent, des 4 fantastiques, voilà, que j'avais apprécié beaucoup à l'époque, qui m'avait marqué. Et j'étais en phase de transition d'une certaine manière, donc dans les années 90, où j'ai commencé à m'intéresser justement à l'univers d'ici, à Batman, grâce aux animés, en particulier l'animé original, on va dire, du début des années 90, voilà, c'était Paul Dini, un grand scénariste qui avait mis en place, on va dire, ce qu'on appelle l'original, c'était l'Animated Series, c'est comme ça qu'il l'appelle aujourd'hui, qui était vraiment prodigieuse au niveau du design, des scénarios, qui a fait apparaître donc le personnage d'Harley Quinn, qui est devenu un personnage extrêmement important et qui a été repris dans les comics après. Donc voilà, l'univers d'ici est devenu, on va dire, beaucoup plus proche, beaucoup plus palpable, et encore plus, on va dire, avec ce jeu.
Voilà. Alors, DC Heroes, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'était un jeu en fait de Mayfair Game, qui était on va dire un grand éditeur à l'époque dans les années 80, qui est surtout connu pour DC Heroes, mais aussi pour avoir édité justement James Bond, dont je reparlerai peut-être dans une vidéo ultérieure. Et on le sent, voilà, c'est des passionnés, et en particulier, voilà, les DC Heroes, on voit que le système de jeu qui est censé donc simuler un univers de super-héros, il a été fait par des gens, on va dire, qui avaient, on va dire, une immense intuition, une immense originalité. C'était des matheux, hein, c'était des profs de maths, hein, comme ceux qu'on fait Rollmaster. On sent très bien que derrière, il y avait des gens qui avaient des notions, comment dire, mathématiques. Mais là, on pousse vraiment le genre à son paroxysme, avec un système d'une immense originalité, qui moi m'a énormément marqué, puisque c'est un système qui intégrait, on va dire, des mécaniques extrêmement, on va dire, novatrices, puisque voilà, tout ce qui nous fait peur, nous, voilà, en mathématiques, ces études de fonctions, ces logarithmes, là, ils en ont fait un atout ludique. Voilà, un concept ludique et quelque chose qui permettait de simuler, et ça c'était diablement intéressant, des variations de pouvoir énormes, puisque c'est ce qui existe évidemment dans tous les jeux de super-héros, c'est qu'on a, on va dire, ce qu'on appelle donc le street level, au niveau de la rue. Il y a des gens, on va dire, voilà, c'est le niveau, on va dire, des vilains de Batman, des gangsters, des thugs, comme on dit, voilà, des sbires, on va dire, de la pègre que combat Batman. Et en comparaison, on a Green Lantern, Superman, avec des niveaux, comment dire, de puissance diamétralement énormes, opposés. Et il fallait un système unifié qui permette justement de jouer tout cela. Et ils ont trouvé, comment dire, la possibilité de le faire. Alors, comment ça marche? Je vais essayer de vous le montrer à travers, on va dire, justement, cette deuxième édition. Donc, le principe, qui est d'ailleurs le même dans les 3 éditions, hein, c'est pour ça que j'y reviendrai pas, tout est basé en fait sur ce qu'on appelle des AP, des Attribute Points, qui définissent en fait toutes les valeurs physiques quantifiables dans le jeu. Que ça va donc des distances, le temps, mais aussi la quantité d'informations, l'argent, et donc c'est représenté par... alors que je le montre correctement alors là c'est les tables, voilà, cette table-ci, qui représente donc les différentes quantités. Donc oui, c'est en anglais, mais n'ayez pas peur, ne fuyez pas tout de suite. Et ça représente en fait les quantités dans le monde de jeu. Et tout est représenté en fait par un nombre, un nombre qui va donc de 0 généralement à 20. Et ça peut aller aussi dans les négatifs. Et donc, à partir de là, on peut tout faire. On peut manier, comment dire, ces quantités. Une fois qu'on les a, on va dire, traduites, on peut, on va dire, tout calculer en faisant, on va dire, des équations simples. C'est des additions en fait de nombres. Hein. C'est tout bête. Voilà, il y a la petite, voilà, les équations par là, voilà, ici. Et donc, si on veut avoir, par exemple, et c'est magique, hein, franchement, et ça fonctionne bien. Évidemment, c'est des approximations, on n'est pas dans l'exactitude, on va dire, mathématique. Mais si, par exemple, on veut savoir quel temps met un personnage à faire une certaine distance, pour avoir le temps qu'il met, donc tout ça traduit en AP, on fait distance moins sa vitesse. Et ça marche. C'est ça le pire. C'est que, par exemple, alors je prends un exemple... voilà, notre brave, comment dire, Flash. On va prendre Flash, qui lui, donc, je me souviens, a 10 en super speed. Enfin, pour la version, c'est pas la version, c'est la version Wally West, hein, c'est pas la version du Flash d'origine. Il a 10 en super speed et il doit faire, on va dire, on va dire une distance, on va dire, de 30 miles. Donc on va dire à peu près, ça doit faire, si je fais la conversion de manière à peu près correcte, ça doit faire à peu près 45 km ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Ouais, c'est fois 1,5 environ. Donc il va faire ces 30 miles. Donc 30 miles, ça correspond à un score d'AP de 15. Et donc il a une vitesse de 10. Voilà, il a un score limite de 10, entre guillemets, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jeu. Et donc, on va faire, pour savoir le temps, donc sa distance, donc 15, moins 10, sa vitesse, et donc ça donne 5.
eh ben, il va faire la distance, donc c'est 45 km en 2 minutes. Voilà, sans surpassement, parce qu'on a la possibilité évidemment de surpasser son pouvoir en faisant un jet de dés. Et ben voilà, donc c'est une approximation, mais en termes de jeu, voilà, on fait 10, enfin 15 moins 10, ça donne 5, et 5 sur la table de temps, ça donne 2 minutes. Voilà. Et ça, c'est magique, franchement, moi ça m'avait étonné à l'époque qu'un truc tout aussi approximatif, avec des concepts mathématiques, que même moi à l'époque, voilà, j'ai jamais été un grand matheux, je comprenais, on va dire, de manière assez empirique, ça fonctionne aussi bien. Et pour moi, c'était, on va dire, quelque chose d'étonnamment, on va dire, magique, de super. Voilà, c'est le cas de le dire pour un jeu de super-héros. C'était super. Pour ce qui est du système de jeu, c'est simple, on utilise 2D10, voilà, ça c'est les 2D10 moches que j'ai eu dans la boîte de base de la deuxième édition. On les lançait en fait, et on les additionnait. Et à partir de là, on avait 2 tables. Donc c'est les tables que je vous ai montrées là. Dit table d'action, la première, et table d'effet. Alors, les valeurs en fait des personnages, par exemple si on va dire Batman, alors Batman il a 10 en dext ou 10 en arts martiaux, c'est pareil, donc il va donner un coup, comment dire, par exemple à son ennemi, le Joker, qui lui devait avoir quelque chose comme, alors il faut regarder, ça c'est les petites feuilles, on va dire, des caractéristiques. Pour les valeurs du Joker, je m'en souviens plus à dire, comme ça de tête. Alors je vais aller les rechercher, je vous montrerai les cartes après, hein, mais bon, il y avait vraiment tout le monde. Alors il est où le Joker? Le Joker il est là, donc vous voyez, c'était sa petite carte comme ceci, avec ses caractéristiques derrière. Et donc c'était Dex contre Dex, puisqu'il y a 3 caractéristiques en fait dites actives: dextérité, intelligence, influence. Donc un domaine physique, un domaine mental et un domaine dit spirituel ou on va dire social. C'est les deux en même temps en fait. Et donc lui il avait 4 index. Donc Batman qui a 10 en arts martiaux essaye de toucher le Joker qui lui on va dire il a aussi art martial, donc il va pouvoir se défendre avec art martial. Donc c'est 10 contre 7. Donc on regarde sur la table, on croise 10 pour la valeur active et la valeur de défense, donc ça va être ici 7. Et donc on va voir que au croisement des 2 tables, enfin au niveau du tableau, on a 9. Donc on jette les 2 dés et Batman réussit à le toucher s'il fait plus que 9. Si on fait un double sur les dés, on a le droit de relancer. Et donc c'est un jet ouvert, open, classique, comme dans pas mal de systèmes de jeu, comme par exemple le Rollmaster. Et donc, si on réussit à toucher, tout juste, si on fait tout juste 9, on a tout juste touché, on n'a pas de bonus. Par contre, si on fait beaucoup plus, là par exemple j'ai fait 19, j'ai eu beaucoup de bol, on va regarder au niveau de la colonne jusqu'à combien, comment dire, ça décale. Donc on va décaler vers donc, la droite et on va aller jusqu'au 18. Donc on a fait 1, 2, 3, 4 colonnes. Ces 4 colonnes en fait c'est des bonus, c'est un bonus, c'est une sorte de marge de réussite qu'on va appliquer après au score d'effet. Score d'effet donc de notre Batman, lui il a 5 en force, mais bon comme il a ses arts martiaux, normalement il a des bonus, mais bon on va simplifier, on va dire qu'il lui donne un coup de poing pas pour le tuer, parce qu'on a le droit en plus de choisir si oui ou non. Donc il a 5 en force, et le Joker lui il va opposer son endurance, qui est sa valeur de résistance. C'est ça, hein, il y a valeur d'effet, valeur de résistance. Il a 3 en body. Donc ça va faire 5 contre 3. On regarde aussi au croisement. Et là, on voit qu'il perd techniquement 2. Mais il a 4 colonnes, comme je vous avais dit dans l'exemple. Donc on va redécaler cette fois-ci vers la gauche, pour indiquer évidemment qu'il a un avantage. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là on arrive à A, c'est-à-dire la valeur de force, la valeur de l'attribut. C'est comme ça que c'est marqué, hein, c'est marqué A. Et le nombre de colonnes supplémentaires donne un plus 1 à chaque colonne. Donc ça va faire, on a dit 1, 2, la valeur, donc 5, 6, 7. Donc il va lui faire 7 points de dégâts, ce qui est énorme. Donc là, à mon avis, le Joker est KO, puisqu'il lui a infligé donc 7 points, et donc les points de corps, en fait, il les perd, il en a que 3, donc il tombe à 0, donc il est inconscient. Donc là, Batman, il vient de lui mettre
un bon coup dans la tête, et le Joker, il est bon pour repartir à l'asile d'Arkham. Voilà. Donc ça, c'est pour indiquer comment ça fonctionne de manière générale. Pour tous les pouvoirs, ça marche de la même manière. Pour tout, en fait, ça fonctionne de la même manière. On peut utiliser n'importe quelle valeur de jeu, l'opposer sur la table d'action et voir quel est son effet. C'est vraiment... Voilà. Le système de jeu, il y en a peu qui le connaissent. Hein, voilà, je sais très bien que je vous parle d'un jeu que peu, on va dire, dont peu ont eu un jour connaissance. Pourtant, c'est un système que moi je trouve vraiment très intéressant, qui avait au moins le mérite d'émuler éminemment bien le genre. Il y en a d'autres aussi qui l'ont très très bien fait, comme par exemple le système Cortex, donc, qui a alimenté Smallville RPG et Marvel Heroic, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo probablement. Mais là, celui-ci, pour moi, ça reste, on va dire, un must si vous voulez jouer, on va dire, dans du super-héros, on va dire, dans le canon du genre. Voilà. Si vous voulez jouer dans un système un peu plus relationnel, un peu plus, on va dire, réaliste, entre guillemets, série télé, c'est Cortex System qu'il faut utiliser, qui est un très très bon système aussi pour ce qu'on veut en faire. Et si vous voulez jouer vraiment dans un système, avec un système qui vous permet de jouer de manière héroïque, dans le ton, on va dire, des comics et des séries animées, ces systèmes-là, moi je pense qu'il faut prendre. Indubitablement. C'est le meilleur. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi j'ai rarement vu, comment dire, mieux, en tout cas. Si vous aimez le genre super-héros, évidemment. Donc voilà, ça c'est pour le système. Évidemment, bon, je vais y repasser quand je vais vous remonter la gamme à propos des différentes petites choses. D'ailleurs, je commence maintenant. Donc, d'ailleurs, alors, il y a eu donc une première édition de DC Heroes qui est très très peu connue. Alors celle-là, pour la trouver, surtout complète, je vous souhaite bon courage. En plus, elle ne doit pas être donnée pour avoir la boîte complète. Donc celle-ci date de 86. Donc c'était à l'époque, on va dire juste avant la Crisis, dans la Crisis on Infinite Earth, qui est un gros événement d'ici évidemment qui a eu lieu dans ces années-là. Donc on verra d'ailleurs que dans la deuxième, ça a beaucoup évolué. Donc la boîte se présente comme ça. Donc il y avait des feuilles de personnages à détacher, je crois. Elles étaient détachables ou elles étaient déjà détachées. Moi je sais que je les ai eu détachées, donc j'ai pas pu me rendre compte. Et donc oui, elles étaient à détacher. Ça se voit, on va dire, au niveau de la forme. Donc voilà, par exemple, vous avez les caracs de Superman. Donc vous voyez, 26 en dex, 50 en force. Comme je vous dis, c'est avant la Crisis, parce qu'après ils ont revu les caracs pour, on va dire, rééquilibrer le système de jeu et indiquer qu'il y avait eu la Crisis et que donc c'était plus exactement la même version du personnage, qu'il y avait eu une évolution au niveau des bandes dessinées. Et ils ont, on va dire, fait un réajustement. Et donc après, dans la deuxième, je vous montrerai, Superman n'a plus les mêmes caractéristiques. Donc voilà, je vous montre les caractéristiques. Donc le personnage est défini par des pouvoirs, des skills, ici, voilà, un équipement. Il a évidemment, alors je retire mes doigts, on va dire, des avantages, donc c'est ses vulnérabilités. Donc voilà, on va retrouver évidemment la vulnérabilité à la kryptonite, la vulnérabilité à la magie, etc., etc., qui constitue le personnage, sa richesse, le nom de son alter ego, ses points de héros, qui sont en quelque sorte donc des points bonus qu'on dépense évidemment pour faire des actions héroïques, qui définissent beaucoup le personnage. Voilà, il y en a beaucoup en plus des héros de comics qui ont beaucoup de points de héros. Donc après on retrouve évidemment tous les différents personnages, Aquaman, toujours aussi moche au niveau des couleurs, Green Lantern, donc là c'est la version comment il s'appelle déjà, c'est pas le Jordan, c'est John Stewart, oui voilà c'est ça. Et donc énormément d'autres personnages. Donc il y a Zatanna avec son ancien costume qui est pas du meilleur effet. Donc là on est vraiment dans les années 80. Donc voilà, c'était le Flash Barry Allen justement dont je vous parlais, puisque après on va passer au Flash Barry West. Que dis-je, c'est Wally West, pardon, excusez-moi. Donc oui, voilà, lui il avait Super Speed à 28, donc on n'est plus déjà dans la même musique. Donc voilà, il y avait aussi sa motivation, donc qu'est-ce qui fait de lui un héros. Donc là c'est Uphold Good, donc c'est un défenseur du bien. Et donc ça définissait, on va dire, un code moral, même pour les vilains. Ils avaient aussi leur propre, voilà, il y avait
Lex Luthor avec la première version de son armure de combat, qui là vraiment elle est moche, mais de chez moche, c'est affreux, affreux. Voilà, Sinestro, Darkseid, donc là vous voyez, on entre vraiment dans les... Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, donc Darkseid était vraiment très très fort. Le Joker, voilà, dans sa version aussi années 80, pas du plus bel effet. Donc voilà, on avait ces fiches là, qui présentaient donc des personnages, donc c'était prêt à jouer, hein. En fait, vous pouviez les utiliser comme fiches de PNJ ou comme même feuilles de personnages prêtes à jouer si vous vouliez faire jouer les personnages des BD, c'était possible. Bon, par contre, évidemment, il va falloir mettre on va dire des vilains dignes de ce nom en face. Et on avait déjà dans cette première édition donc la division en Player's Manual avec le système de création de personnages, donc c'est un nombre de points à dépenser pour acheter évidemment les compétences, les attributs, les pouvoirs, la richesse. On pouvait donc acheter des désavantages pour avoir des points supplémentaires, pour acheter des avantages, etc. etc. Donc la feuille de personnage, surtout que ce soit de toutes les éditions confondues, était moche. Donc je sais que j'en avais fait refaire, voilà, donc vous voyez c'était vraiment Aride de chez Aride, hein, la feuille de personnage. C'était, voilà, on voyait que c'était des profs de maths, hein. Franchement c'était clair, on n'était pas loin du tableau Excel. Mais c'était malgré tout, voilà, c'est les différentes motivations au niveau des héros. Donc vous voyez, il y a Upholding the Good, Responsibility of Power, Seeking Justice, Thrill of Adventure, Unwanted Power. Donc voilà, Upholding the Good, c'est Superman évidemment, qui est le parangon de cette motivation. Donc c'est, voilà, je suis un héros du bien. Responsibility of Power, ben voilà, un grand pouvoir, grande responsabilité, devrais-je dire. Seeking Justice, c'est Batman, évidemment, donc voilà, moi je cherche à rendre la justice. Freedom of Adventure, c'est donc Green Arrow, donc lui il veut le frisson de l'aventure. Unwanted Power, c'est Cyborg, donc lui, voilà, il a hérité de pouvoir, ben, il doit faire avec. Et donc, avec ce livret-là, bah, le joueur pouvait créer son personnage en dépensant ses points. Donc c'est un peu, on va dire, un peu long, mais c'est plaisant, on va dire. Ceux qui aiment bien le monde des super-héros, les comics, ils y prenaient vraiment leur pied. La description de tous les pouvoirs et les compétences. Donc voilà, avec évidemment chaque pouvoir a un coup. Donc il a un coup de base, d'après mes souvenirs. Donc là par exemple c'est le pouvoir nage, par exemple que celui que va avoir... comment bah lui quoi, c'est-à-dire Aquaman, voilà, parfois donc il y a un coup de base et après il y a un multiplicateur pour acheter donc les points supplémentaires. Voilà, et c'est comme ça que ça marche. C'est chaque pouvoir en fait a un factor cost qui indique de combien alors quel est le coût de base qu'on doit payer pour acheter déjà rien que voilà 100 mètres de points acheter le pouvoir. Donc ça peut être très 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 cher, comme par exemple le pouvoir le plus cher étant la sorcellerie, qui lui permet de tout faire, donc c'est évidemment pour ça que ça coûte extrêmement cher. Donc les pouvoirs sont divisés en physique, mentaux, mystiques, voilà, qui sont donc les trois aspects, comment dire, de la feuille de personnage. C'est vrai que j'ai oublié de repréciser là-dessus quand j'ai fait dans le système de jeu, mais je vais préciser la chose puisque là j'ai la feuille sous les yeux. Donc oui, vous avez au niveau des caractéristiques, donc les caractéristiques dans la première colonne actives qui vont permettre de faire les actions, donc les actions physiques avec la dex, les actions mentales avec l'intelligence et les actions donc charismatiques ou surnaturelles avec l'influence. Après on a les valeurs dites donc d'effet, donc la force pour le physique, la volonté pour l'intelligence et l'aura, voilà c'est votre charisme réellement, mais ce que vous dégagez en fait pour on va dire l'aspect mystique ou social. Et vous avez donc les valeurs, les dernières valeurs qui sont donc body, mind et spirit, donc le corps, la raison entre guillemets et l'esprit, qui sont donc en fait vos points de vie, vos jauges d'énergie si je puis dire, et en même temps une valeur aussi de résistance pour donc le body pour les actions physiques. Donc quand tout ce que vous allez vous prendre en physique, bah, vous allez résister avec votre body. Mind, ça va être vos points de raison. Donc bah, voilà, est-ce que mentalement vous allez être atteint par une attaque psychique, par quelque chose, on va dire, qui psychologiquement peut vous atteindre. Et spirit, eh ben, c'est votre valeur en fait de résistance mentale. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo sur Versus, vous verrez à quel point, on va dire, j'ai repris, on va dire, ces concepts à mon compte que j'ai trouvé, on va dire, très intéressant. Donc,
la description des pouvoirs, et des compétences. Ça, c'est le deuxième livret. Troisième livret, le livre du maître du jeu, où donc là, eh ben, on va avoir tous les systèmes, on va dire, pour créer les gadgets, plus la description de l'univers d'ici, donc avec l'équipement et gadgets justement, en plus des règles de création, donc voilà, les caractères des véhicules, la moto de Robin, qu'elle est bien, les armes, voilà, les Star Labs, avec donc, comme je disais, les règles de gadgets aussi. La description donc de la ville de Metropolis par exemple, et donc plein d'autres petites choses, hein. Et aussi la description de Gotham City, de Star City. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Même la description, on va dire, des univers, on va dire, cosmiques. Donc ça, c'est si vous jouez vraiment avec l'aspect cosmique de l'univers d'ici. Ce qui est possible, hein. Moi je sais que ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. D'ailleurs, ça se ressent dans mes inspirations, hein. Par exemple, dans Versus, c'est une dimension que je n'ai pas du tout développée. Les caractères des animaux, voilà, et vous avez tout ça. Et donc la description, évidemment, aussi, par rapport à l'univers, de plein de PNJ. Vous avez, on va dire, aussi bien des, des, euh, des vilains que des héros qui sont décrits dans voilà. Et dans les gadgets, il y a aussi j'avais oublié, des robots, etc. Voilà, donc ça, c'était évidemment, voilà, puis il y avait aussi, j'avais oublié, le système de ce qu'on appelle les subplots. Donc, il y a évidemment le scénario qu'on joue dans DC Heroes, mais il y a aussi les petites intrigues secondaires qui, si on les résout évidemment, donnent des points évidemment d'XP et donnent vraiment une dimension intéressante à votre personnage et au jeu en aidant, on va dire, votre famille dans le besoin, en allant voir, on va dire, votre grand-mère à l'hôpital, en gérant vos histoires de romance avec votre copine qui commence à se douter de quelque chose concernant, on va dire, votre véritable profession, si je puis dire, ou qui pense que vous êtes un super-héros, voilà. Il y avait également dans la première édition un scénario, Cheatham Nevermore. Donc là, c'est un scénario où il était proposé de jouer justement les Teen Titans. Donc de vous battre contre Deathstroke, hein, ni plus ni moins. Donc ça, c'était un scénario d'introduction. Et en plus, il y a aussi une aventure en solitaire. Voilà, qui peut se jouer donc on va dire, un livre-jeu classique. Et on va dire pas énormément développé, mais qui permet en fait comme ça d'essayer le système de jeu. Et c'était un bon moyen. Alors après, en dehors de tous ces livrets, il y avait également l'écran. Et moi je trouve celui-ci, il est très correct. Voilà, il est très classique, avec donc le fameux système avec le tableau, la benchmark, c'est-à-dire la table logarithmique avec les différentes valeurs et les différentes petites choses. Alors juste avec ça, on avait de quoi jouer, hein, c'était suffisant. Rien qu'avec ça, on s'en sortait très largement. C'est ça qui était bien dans le système de jeu. Il y avait le Read This First, comme d'habitude, le livret d'introduction qui permettait d'expliquer tous les concepts de jeu et des plans. Donc voilà, on avait les plans pour le scénario, donc avec par exemple les véhicules, les plans, on va dire, des différents lieux du scénario, voilà, qui était plutôt intéressant. C'était évidemment très classique, hein, vous voyez que c'est très daté, hein, au niveau de, on le voit bien. Mais bon, pour une première édition, je trouvais quand même qu'elle était pas mal. Donc celle-ci, moi, je l'ai jamais joué, je l'ai jamais utilisé, je l'ai vraiment acheté que pour la collection. Mais on va dire, on peut dire que c'était déjà une réussite plus que d'estime. Je ne sais pas si elle a vraiment marché aux États-Unis, mais bon, en France, évidemment, c'est peanuts, hein. Voilà, les jeux d'ici, à part, on va dire, DC Adventure, et encore, je ne sais même pas s'il y a eu un jeu, on va dire, avec, dans l'univers d'ici, un jeu de super-héros qui a vraiment fonctionné. Mais bon. Alors, pour la première édition, j'avais pris 2 suppléments, comme je suis un gros fan de l'univers de Batman, donc j'avais pris déjà donc le supplément Batman, donc ça c'est pour la première édition qui décrivait Gotham ainsi que tous les ennemis à l'époque de Batman, donc pour jouer à Gotham City, ce qui était plutôt intéressant. Donc vous voyez en plus avec à la fin un plan, donc normalement c'est le plan de la Batcave si mes souvenirs sont bons.
Batcave de l'époque, hein, en plus, voilà. Donc ça, c'était le plan de la Batcave qui était très très complet. Évidemment, qui n'a plus rien à voir avec le plan qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, il y avait aussi la fondation Wayne, son terrible penthouse au niveau de la fondation Wayne. Il y avait un autre supplément aussi, Night in Gotham, qui est lui un peu une version simplifiée du supplément juste d'avant, donc de Batman, qui permet en fait de jouer des aventures presque ready adventure, des aventures prêtes à jouer dans l'univers donc de Batman et de Gotham City, avec plein de PNJ, plein d'idées, plein de petites choses, des descriptions de lieux qui permettent directement en fait de faire des aventures. Et voilà, c'est sur une quarantaine de pages, avec donc le plan de l'époque de Gotham City. Hein. On sait que le plan de Gotham City a beaucoup évolué entre les différentes éditions, entre l'ancienne, le Rebirth, etc. Mais au moins à l'époque, donc celui-là il date aussi de 86, donc vraiment il est sorti juste après la première édition. Hein. Et donc ça permettait, on va dire, de justement avoir quelque chose de prêt à jouer, si je puis dire, pour jouer, comment dire, dans cet univers. Voilà. Alors il y a eu énormément de scénarios évidemment aussi qui sont sortis. J'en ai quasiment aucun parce que moi j'aimais bien écrire mes scénarios et puis bon bah j'ai pas eu l'occasion de les acheter. Hein. Ils sont trouvables, hein. C'est pas ce qui est le plus dur à trouver dans la gamme, c'est surtout les scénarios qui sont très faciles à trouver. Alors après, on passe évidemment à mon Graal, la deuxième édition de 89, qui moi on va dire m'a toujours voilà. Je connais d'autres personnes qui l'ont et eux aussi ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Donc dans cette édition là, il y avait les cartes encore, mais beaucoup mieux. Donc là sous format carte à jouer, vraiment bien fichu. Donc là par exemple, je vais vous montrer Batman. Le voici, donc vous voyez avec toutes ces caractéristiques rassemblées sur une petite carte à jouer avec son illustration. Sa richesse évidemment, donc il a 20 en richesse, qui est énorme hein, dans le système de jeu. Lex Luthor est plus riche, hein, lui il a 25. Donc ce qui veut dire que, oui c'est vrai que j'ai oublié de le dire, normalement la valeur supérieure correspond en fait au double de la valeur inférieure. C'est comme ça que ça fonctionne dans le système, puisque c'est un système dit logarithmique. Ce qui veut dire donc que voilà, une personne qui a par exemple comme Batman 10 en Dex, eh ben, il est par rapport à un humain normal qui a 2, il est très agile par rapport à lui. Voilà, c'est-à-dire bah, vous faites la multiplication par 2, donc c'est x2, x4, x8, x16, x32. C'est voilà, il est extrêmement agile par rapport à un humain normal, donc voilà, il a des avantages, donc il connaît très bien Gotham City, il a des contacts au niveau de la prison, il connaît bien Superman, même si bon, ils s'entendent pas tous les jours, il a des nerfs d'acier, des réflexes éclairs, un regard, on va dire, aiguisé. Par contre, donc, voilà, il vit pour rendre la justice, ça c'est un de ses désavantages, donc évidemment il est très monomaniaque, il a une identité secrète et il a le traumatique flashback, la mort de ses parents. Et là, il était en version où il commençait sa carrière, donc il y avait le désavantage mistrust, c'est-à-dire les gens ne lui faisaient pas confiance au début de sa carrière. Quand on voit par exemple dans les BD Batman Year One, il était évidemment pas très, on va dire, apprécié de la police avant qu'il commence à avoir une relation avec le commissaire Gordon. Dans la boîte, on trouvait donc le Character Handbook, qui lui, donc pareil, c'était la création de personnages, avec la description donc des pouvoirs. Donc là, j'ai un peu plus, on va dire, je connais un peu mieux, comment dire, cette vision de... Parce que là, des persos, j'en ai créé pas mal. Donc par exemple, vous voyez, sur un personnage qui, lui, de départ était à 450 points, bah voilà, sorcellerie, basse cost, déjà c'était 750 avec un facteur de 10. Ouh, ça piquait beaucoup. Hein. Donc on avait une table, et donc aussi sur les deuxième et troisième de couverture, les résumés des tables avec le coup des pouvoirs, donc avec les... et donc voilà.
Donc ça c'était pour accroître les attributs. On avait une table en fait hein, avec la valeur des attributs, ce qu'on cherchait, comment dire, dans quelle gamme on était, et on avait donc le factor cost de chacun des pouvoirs qui indiquait combien le point vous coûtait en plus du base cost. C'était cher, hein, franchement. Voilà, c'est le personnage, il fallait vraiment on va dire, éplucher le système quand même pour faire son personnage. Mais on pouvait vraiment faire le perso de ses rêves si on savait bien dépenser ses points, en fonction évidemment du niveau de la campagne qu'on voulait faire. 450 points, c'était généralement, enfin moi je donnais 500, on arrondissait. 450 ou 500 points, c'était le niveau pour jouer, on va dire, des personnages classiques de la Justice League. Mais on va dire les réservistes, quoi. Voilà. On pouvait jouer à un niveau plus niveau rue. Là, on était plus dans les gammes de 250 points pour jouer, on va dire, street level Gotham. Même si Batman, lui, n'était pas du tout à 250 points. Hein. C'est pas ce que je dis. Voilà, par exemple, pour se faire un ordre d'idée, Superman, lui, il est à 2000 points, quoi, au moins. Ça fait quand même une grosse différence. Il y avait donc le système de jeu, le Rule Manual, donc là il y avait tout, hein, donc on vous décrivait toutes les actions de jeu, le combat, les mouvements, les, les différentes manœuvres, les interactions au niveau des personnages aussi, donc le système de relations sociales, le système donc de création de gadgets, tout y était hein, dans cette édition aussi, redéveloppé évidemment et revu et corrigé, les descriptions donc des véhicules, des gadgets, par exemple on a l'utility belt de Batman, son bat computer de l'époque, qui est vraiment carrément dépassé avec ses bandes magnétiques, des conseils on va dire de maîtrise, les règles donc encore sur les subplots qui doivent arriver normalement dans le bouquin, si mes souvenirs sont bons, voilà, les subplots, comment gérer ces intrigues secondaires qui font tout le sel un petit peu des comics où on doit à la fois gérer le super vilain et gérer sa grand-mère ou ses gosses avec les règles avancées où ils expliquaient évidemment les détails du système de jeu, comment ça fonctionnait, plus des règles supplémentaires pour amener un petit peu plus de simulationnisme. Ça donc le livre de jeu, enfin de règles du jeu, le livret de background, donc Background Roster Book. Donc là, il y avait le BG de l'époque. Donc là, c'était post-crisis, où donc on avait vraiment tout l'univers d'ici qui était revu et corrigé, donc avec les vilains, enfin, et donc la description de quasiment tous les groupes de super-héros, dont justement les Watchmen, ils étaient dedans. Oui, c'était label Vertigo, mais c'était d'ici. Ils avaient été intégrés. Donc on a toute l'histoire de l'univers d'ici, l'âge des crises, voilà, donc avec, voilà, vous voyez l'anti-monitor, ouh là là, le méchant. Donc on vous décrivait tout ça, plus la description des lieux mythiques, évidemment, voilà, Gorilla City, le pénitencier de Belle Rive, Gotham City, Metropolis, donc Themyscira, etc. On avait donc, voilà, après les caracs, donc par exemple des héros du Golden Age. Voilà, donc avec le premier Flash, le premier Green Lantern, la Justice League of America, les Justice League Europe, les New Titans, pardon, la Suicide Squad de l'époque aussi, voilà. Donc tout y était déjà hein, quand on voit, on va dire dans les années 80, tout ce qu'on connaît aujourd'hui n'est que, on va dire, la suite logique de tout cela. Plus la description donc à la fin de tous les méchants. Et également, on va dire, les races aliens et les supporting characters qui sont, eux, plus, on va dire, humains. Donc, par exemple, il y a les Karak, par exemple, des parents de Clark Kent, etc. Il y avait un écran dans la boîte, ce qui était notable, mais il était moche. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est clair, c'est dit. Il était moche, mais il y avait toutes les tables, hein, comme sur la première édition, et ça, c'était plutôt pas mal. Il y avait une chose rigolote, mais on va dire que moi j'ai jamais trop utilisé, une roue qui permettait d'avoir en fait le résumé du tableau d'action pour savoir
combien on devait faire sur ces jets de dés. Donc c'était assez sympa à utiliser, hein. Et donc il y avait aussi pour les valeurs d'effet, et pour les valeurs d'action. Il y avait deux entrées, et c'est plutôt bien fichu. Voilà. Et donc on avait en plus le décalage sur les colonnes, ce qui permettait de le faire plus facilement. Il y avait un scénario, Exposed, voilà, qui est plutôt. Moi je l'avais lu à l'époque, il était plutôt intéressant, je l'ai jamais fait jouer. Mais voilà, il était déjà old style, old school à l'époque, hein. C'était très. Voilà. En plus, tout était basé sur une cassette audio, pour vous dire quand même qu'on était dans les années 80, hein. On le voit bien. C'était un des éléments en fait de départ du scénario. C'était une cassette révélation qu'il fallait absolument, si mes souvenirs sont bons, retrouver. Parce qu'il y avait des informations qui révélaient les identités de plusieurs super-héros, si mes souvenirs sont bons. C'est justement d'où le titre, Exposed. Voilà. Il y avait toujours le Read This First, donc le livret qui permettait, donc bah vous voyez, il y avait les tableaux qui étaient résumés derrière. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et donc, avec une petite aventure dont vous êtes le héros, je crois, qui avait, après vous avoir décrit tout le système de jeu, voilà, Welcome to Gotham City, une petite aventure, on va dire, interactive, qui vous permettait, en jouant Batman, de découvrir le système de jeu en combattant, on va dire, des vilains, des petits vilains à votre portée, évidemment, dans Gotham City. Voilà, donc cette boîte, elle était vraiment très très complète. C'était une belle initiative. Elle n'a pas eu beaucoup de succès, ce qui je trouve est très dommage. Elle est très dure à trouver complète de nos jours, en bon état en plus. Bon, moi la mienne, voilà, je l'ai eue, donc j'ai réussi à la conserver dans l'état où elle est. Donc elle est pas, on va dire, dans un état mint, mais elle est pas mal. Quelques années après, donc 93, troisième édition, où donc là on est après la mort de Superman, justement, qui est prise en compte, on va dire, dans cette mouture. Mort de Superman qui avait été un événement majeur, on va dire, dans la gamme de comics, hein, d'ailleurs le comics où la mort de Superman est mise en scène vaut une fortune aujourd'hui, pas autant que le premier Detective Comics quand même, mais bon, c'est pas mal. Et là, vous avez en un bouquin donc de 185 pages, 86 pages, toute la boîte de deuxième édition qui a été, on va dire, compilée, avec les caracs des PNJ revus. Voilà. Et donc vous avez la description, par exemple, de tous les successeurs de Superman. Donc il y a Superman qui est mort, Doomsday, et puis donc le Kryptonien, le Man of Steel, donc Steel, c'est-à-dire le Cyborg, Superboy, etc., qui sont décrits. Plus les caractères de Batman, donc là on avait vu que normalement Batman il avait pris un coup dans les carreaux, il avait baissé un petit peu au niveau de ses caractères, sûrement à cause de son combat malheureux, où ses caractères avaient été revus. Mais en tout cas il avait plus que 9 en dex. Moi je sais que ça m'a fait tiens, il a baissé en dex. C'était avant, on va dire, qu'il se fasse péter le dos par Bane. Donc, parce qu'après, voilà, il avait dû encore baisser. Mais on avait vraiment tout qui était compilé. Bon, c'est écrit beaucoup plus petit, hein. C'est pour ça qu'en 190 pages presque, ils ont réussi à peu près à tout compiler. Mais c'est voilà, c'était malgré tout, moi je pense une édition. Celle-là, elle est plus facile à trouver, surtout que là maintenant elle est moins chère. À une certaine époque, elle a été très chère parce qu'elle était très recherchée. Aujourd'hui, elle est plus recherchée, je sais pas pourquoi. Ça m'a paru bizarre parce que cette édition-là valait vraiment une fortune à une époque. Au début des années 2000, c'était un peu le Graal à trouver, hein, beaucoup plus d'ailleurs que la version deuxième édition. Donc voilà. Mais là, elle est trouvable, on va dire, pas très chère et c'est vraiment, on va dire, si vous aimez l'univers d'ici. Bon, par contre, voilà, c'est toujours lié à la période de comics à laquelle elle est sortie. Et c'est donc voilà, juste après la mort de Superman. Donc, après, les petits suppléments que j'ai en stock, qui sont donc pour la deuxième ou la troisième, enfin là c'est plus des suppléments de deuxième édition. Il y a d'abord donc une que vous pouvez trouver qui elle est pas chère, c'est on va dire Batman Role Playing Game. Donc là vous avez tout le système d'ici en un livret, un seul livret pour jouer normalement dans l'univers de Batman. Donc c'est 190 pages, 192.
Et là, en fait, vous avez tout le système de jeu qui est décliné pour jouer, on va dire, plutôt dans l'optique jouer dans l'univers de Gotham City. Voilà. Ça, c'est en un seul bouquin, en fait, vous avez tout. Et celui-là, il est pas trop dur à trouver et il est pas très cher. Voilà. Généralement, pour 15 euros, vous pouvez le trouver si vous vous débrouillez bien. Et ben, voilà, franchement, il est complet. Hein. Il est vraiment très très bien. Et ça, moi, ça me servait d'aide de jeu, entre guillemets, parce que voilà, pour les joueurs, ils pouvaient y retrouver les informations. Un must-have, la classe de DC Universe, où là, par rapport à la boîte de base, tout est décrit en détail, tous les lieux, les PNJ, voilà, c'est vraiment sous un petit format comme ça, un format comics, enfin non, c'est même plus petit qu'un format comics, c'est un format livre en fait. Il y a vraiment tout qui est redécrit, donc vous voyez, il y a encore le système Vega, le système Vegan, pardon, donc le système de Vega. Voilà, Krypton, voilà, il y a le plan de Krypton avec les caracs de Jor-El, etc. L'Union soviétique, et oui, on était encore, oui, puisque celui-ci date donc de 90, c'était pour la deuxième édition. On avait encore la description de l'Union soviétique, plus tout donc les États, on va dire, imaginaires de l'univers de DC, les grandes villes. Donc voilà, il y a aussi une carte, hein, par exemple une carte de l'univers d'ici avec le placement évidemment des différentes villes, les plans en bichromie, par exemple là, donc là c'est Metropolis, voilà, et de l'autre côté le plan en bichromie, enfin trichromie de Gotham City. Voilà, mais version évidemment, version avant le Rebirth. Donc voilà, celui-là, si vous pouvez le trouver, il n'est pas forcément donné. Hein, on peut le trouver, je crois. J'avais vu des derniers prix, c'était 35-45 euros. Mais un fan de l'univers de DC, il trouvera son compte au-delà même s'il l'utilise pas pour le jeu de rôle. Un que j'aime beaucoup, qui est très cher à mon cœur et qui en plus était à une époque très recherché et très cher, c'est le supplément qu'ils avaient fait sur Watchmen, qui est un complément à la bande dessinée qui est vraiment extraordinaire. Je trouve qu'ils ont fait un travail de compilation au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'à chaque PNJ ou PJ, enfin chaque personnage important en fait de la BD, il y a vraiment, on va dire, des coupures de presse, des extraits de livres, voilà, qui sont vraiment super bien fichus. Ils ont fait des facsimilés de dingue. Ils ont pris donc des facsimilés photos. Voilà, donc là on a la description des Minutemen, avec donc Sally Jupiter, la Silk Spectre One, etc., etc., avec donc des éléments de la BD, donc Captain Metropolis. Vraiment, ils sont tous décrits par le menu avec plein de petites choses qui, voilà, même si vous n'êtes pas, on va dire, en dehors, on va dire des caracs, donc là il y a les caracs de Mothman par exemple, un des Minutemen, Silhouette, voilà. Franchement, le supplément est exceptionnel. Je trouve qu'ils avaient fait vraiment un boulot de dingue pour compiler ça et faire vraiment un supplément qui donne des inspirations et qui donne envie de jouer dans l'univers de Watchmen, même si c'est pas évident, hein, franchement. Moi, j'ai souvent souhaité le faire et pour l'instant, je n'ai pas concrétisé mon idée. Voilà, mais c'est malgré tout voilà, le carac de Moloch, hein, pour ceux qui connaissent la BD Watchmen. Mais vraiment, c'est un supplément. Donc là, maintenant, il est plus très cher parce qu'il est plus très recherché. Donc vous pouvez le trouver quand même pour 35-45 euros, mais il a vraiment monté très très haut à une époque et où il était vraiment très très recherché. Après, j'ai encore en stock le supplément magie. Le voici. Donc là, c'est vraiment la description de l'univers surnaturel version d'ici. Avec donc déjà un complément de règles. Le guide évidemment très utile des différentes dimensions dans l'univers de DC. Les différentes dimensions magiques. Et la description après de tous les personnages magiques d'importance. Donc Zatanna, John Constantine, Dr. Fate, puis tous ceux qui sont liés de près ou de loin. Donc il y a Sandman évidemment aussi, qui est intégré dans l'univers, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Le spectre, là, je tombe dessus, donc voilà.
Ouais, Swamp Thing, évidemment, personnage extrêmement puissant dans l'univers de DC. Et, bon, très limité, évidemment, hein, dans ses... plus tous les ennemis, donc de l'univers spirituel. Donc là, c'est vraiment pour jouer une campagne magique euh, dans l'univers de DC. Il est vraiment très très bien. Voilà, donc ça, celui-là, je le conseille. C'est un très très bon complément à la boîte de base si vous voulez vraiment donner une dimension mystique. Et j'avais réussi à acheter à l'époque donc le supplément sur les Justice League en fait, hein. Il n'y a pas que la Justice League, voilà, il y a les Justice League, puisqu'il y en a eu plus. Il y a la Justice League qu'on connaît, mais il y a des Justice League, donc Europe, comme j'avais montré dans le livre de base, et donc plein de personnages de réservistes, entre guillemets, qui font eux aussi partie de la Justice League. Voilà, avec le Gnort, on se demande ce qu'il fout là, un, un Green Lantern un peu particulier, Booster Gold, voilà, qui est aussi un personnage très, très mythique, donc moi que j'aime pas plus que ça, mais bon, il y en a qui l'aiment beaucoup. Voilà, et donc tous ceux qui ont fait de près ou de loin partie de la Justice League, avec également tous leurs ennemis. Donc là, je vois par exemple, c'est Felix Faust, Doctor Destiny, pour ceux qui sont connus, Starro, puisqu'on l'a vu récemment dans le The Suicide Squad, donc le Suicide Squad 2. Donc c'était plutôt intéressant. Felix Faust, je crois qu'on l'a vu dans une des séries d'ici, mais je sais plus. Doctor Light, on l'a vu hein, dans Flash. Donc vraiment, ils sont tous là, hein. Tous ceux qu'on connaît après, qui ont été revus, redesignés, refaits dans, dans les séries télé d'ici récentes. Bah voilà, ils étaient déjà là, hein, ils n'ont rien inventé de près ou de loin, ils vont toujours rechercher un élément de l'univers, voilà, avec aussi les plans de la tour de garde de la Justice League. Voilà. Et donc pour terminer mon passage en revue, je n'aurais pas montré énormément de bouquins hein, parce que j'ai pas énormément de choses dans la gamme. Juste, on va dire, les boîtes de base est vraiment l'essentiel, hein, puisque le reste après, bah, c'est des comics, hein. Donc moi je trouve que avec juste un bouquin de règles et la connaissance de l'univers, on peut largement faire. Quelque chose qui par exemple est beaucoup plus facile à retrouver, c'est ça. The Blood of Heroes, donc chez Pulsar Game Inc. C'était en quelle année? C'était en... Oh, elle est où la date? En 2000. Ça c'est plus facile à trouver et c'est pas très cher. The Blood of Heroes, c'est tout le système d'ici Heroes qui était utilisé à l'époque, qui a été refait en système générique super-héros. Ça s'appelle donc Blood of Heroes. Donc là c'est une édition spéciale qui avait été faite à l'époque, ça doit être une des premières, et il y a possibilité vraiment de le trouver pas cher. Si ce système vous intéresse, vous plaît, bah, franchement, si ça vous a intrigué, là, le système, il est brut pour adapter à n'importe lequel de vos univers de super-héros. Voilà. Donc ça, c'est un truc encore trouvable, même s'il commence déjà à être un petit peu vieux, mais je crois qu'il y a eu des rééditions. Euh, et franchement, Blood of Heroes, c'est la porte ouverte pour, on va dire, avoir un système de super-héros qui tient la route pour vous amuser, on va dire, dans les univers de super-héros qui sont redevenus à la mode grâce aux séries télé. J'en suis un peu plus heureux parce que longtemps c'est un genre qui a quand même été un peu boudé par chez nous. On a eu d'excellentes choses qui ont été faites pourtant en termes de jeux de super-héros. Bah, Brigade Chimérique, le premier que moi j'aime énormément. Humanidine que j'ai pas eu l'occasion de tester mais que j'aime beaucoup aussi au niveau de l'univers et du système de jeu, qui d'ailleurs est très, très inspiré, je pense, sur certains aspects, on va dire, sur ces aspects de table de paramètres de DC Heroes notamment, du système. Donc voilà, on a quand même des choses à faire, je pense, dans les univers de super-héros, même si bon, l'univers Marvel est beaucoup plus à la mode à cause du MCU. On a quand même voilà, des choses très intéressantes à faire. Bah, il y a Hexagon Universe aussi que j'ai oublié de citer, qui est également très très bien pour franchement un système simple qui tient très bien la route aussi, qui est beaucoup plus narratif et qui permet de jouer, on va dire, en un système de super-héros, on va dire, très décomplexé dans un univers très cohérent, dans des BD en plus très mythiques, voilà, qui continuent d'ailleurs
exister. Hein. L'univers Hexagone continue à se développer à travers des romans, donc justement écrits par Romain D'Huissier, et des comics qui continuent à apparaître. Donc, si vraiment le genre vous intéresse, vous plaît, il y a de quoi faire. N'hésitez pas, voilà, on a toujours une vision, je pense, trop caricaturale des univers de super-héros, alors qu'il y a énormément de choses très intéressantes à faire, des thématiques super malignes, super, on va dire, originales à étraîner, et pas seulement, on va dire, des super-héros en collant criards, ridicules. Non, il n'y a pas que des héros à jouer, il n'y a pas que, on va dire, le bien contre le mal, c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je pense en tout cas qu'on peut vraiment faire quelque chose de diablement intéressant dans ces univers, même si on va dire, voilà, on a plus malheureusement tendance à se réfugier tout de suite dans le Medfan, ce que je trouve dommage, parce que on peut vraiment faire des choses super, et j'essaye de le prouver tous les jours. Et je vous invite d'ailleurs, puisque voilà, si vous aimez le genre super-héros, à rejoindre le Discord. Je fais toujours des parties de, de versus de manière régulière, comme je le disais dans ma précédente vidéo, pour montrer justement que le genre super-héros a, on va dire, toute sa place, on va dire, au sein de nos univers ludiques. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo. J'espère en avoir, avoir présenté la chose de la meilleure des manières, de vous avoir donné envie en tout cas, même si c'est pas forcément de jouer à DC Heroes, mais de jouer dans l'univers DC. Il y a d'autres, comme je disais, d'autres possibilités. Je referai des vidéos d'ailleurs là-dessus pour en parler. Et voilà. Et peut-être vous parler aussi de l'univers d'ici lors d'une vidéo prochaine aussi qui présentera, on va dire, des inspirations comics, on va dire, impossibles à éviter, impossibles, on va dire, à négliger si vraiment ça vous intéresse. Voilà, donc j'espère avoir fait le tour. C'était vraiment une vidéo plus coup de cœur, donc je sais que ça va pas forcément intéresser énormément de monde. Mais voilà, le peu que ça intéressera, j'espère que vous y aurez trouvé votre compte et que ça vous aura, on va dire, donné envie. C'était surtout ça. C'était Magna Magister en direct de la bibliothèque. À bientôt.